Alors, bonjour à tous. Déjà, je vous remercie d'être présent pour ce webinaire dédié donc au CV, notamment dans le domaine de la distribution et les métiers du commerce également. L'idée par rapport effectivement à ce webinaire, c'est qu'on prenne ensemble autour de environ à peu près 30 à 45 minutes. Je vais évidemment passer la majeure partie du webinaire à insister sur la partie effectivement des conseils autour du CV. Et puis on se gardera un petit peu de temps sur la fin du webinaire, sur les dernières 10 minutes, dernier quart d'heure, pour répondre à vos questions. Notamment, vous avez sur la partie droite de votre écran, à droite, qui est pour vous, un encart pour chatter et poser des questions. Alors évidemment, pendant la présentation, je ne vais pas forcément avoir le temps de les regarder. Par contre, les questions, on pourra les mettre de côté. Et bien sûr, j'y répondrai à la fin et on pourra les passer en revue, peut-être pas toutes en fonction du nombre de questions, mais l'idée c'est de passer effectivement un petit peu de temps dessus. Alors avant de démarrer, je vais aussi commencer par me présenter aussi, puis vous présenter Job in Live. Alors, concrètement, moi je suis responsable recrutement au sein de l'entité recrutement du groupe Job in Live, qui est basé notamment à Marseille, mais pas que, on va le voir juste après. Alors Job in Live, c'est pas forcément que du recrutement. On a aussi deux autres activités principales. Bon, évidemment, moi, je suis en charge vraiment uniquement de la partie cabinet de recrutement. Et on a aussi deux autres entités qui sont entre Paris et Marseille, puisqu'on a aussi une activité de conseil qui intervient forcément autour toujours de la thématique du handicap et qui accompagne les entreprises, notamment dans soit l'élaboration de leur politique handicap ou dans le cadre de la revue ou d'audit de leurs bonnes pratiques en matière de handicap et qui fait également de la sensibilisation, notamment des personnels RH ou des managers opérationnels, toujours autour évidemment du handicap. Et puis on a également une autre entité qui s'appelle la Handitech, donc qui est en charge d'organiser tous les ans les Handitech Trophy. Alors assez rapidement, c'est l'idée, sans revenir dans le détail de tout, mais l'idée c'est vraiment de récompenser les innovations autour du handicap. En fait, c'est-à-dire ça peut être des innovations aussi bien d'applications logicielles que matérielles. Il y a même des personnes qui ont développé des exosquelettes pour les personnes qui sont tétraplégiques. Donc c'est très très vaste et ça concerne aussi bien des startups, des étudiants que des grands groupes. Voilà. Et donc ça c'est récompensé sur différentes catégories tous les ans. Donc voilà, juste pour vous présenter un petit peu cette organisation. Et puis pour terminer, au sein du cabinet de recrutement donc basé à Marseille, donc on a une équipe de 5-6 personnes avec vraiment moi, donc évidemment, qui coordonne la majeure partie des équipes de recrutement et de sourcing. Et on a des personnes que vous avez peut-être dû déjà, je pense, approcher ou qui vous ont déjà approché, qui vous accompagnent, qui sont notamment Sarah, Amélie ou encore Gérald, qui interviennent notamment sur le sourcing, sur tout type de métier, puisque nous, on est vraiment très généraliste, même si effectivement, on a certains domaines d'activité, comme notamment les métiers de la distribution, qui font partie de, qui est notre principale activité notamment. Donc voilà pour la partie présentation. Du coup, on va démarrer sur notamment la partie CV avec un premier slide justement qui va forcément insister sur ce qui fait que c'est important d'avoir un bon CV, puisque pourquoi passer du temps dessus, puisque forcément le CV va être vraiment votre porte d'entrée pour avoir un premier échange et voire décrocher un premier entretien. Il est d'autant plus important que vous en doutez, vous n'allez pas être seul sur le marché, vous allez avoir beaucoup de concurrence. Et il faut savoir que les recruteurs, que ce soit nous d'ailleurs en cabinet ou même les recruteurs, en entreprise, vont recevoir parfois, ça peut être plusieurs dizaines de CV par jour, ou même sur certaines grosses semaines, on peut être amené à étudier on va dire des centaines de CV. Sachant qu'en plus, vous avez effectivement les CV que les recruteurs ou nous-mêmes recevons, en réponse à offre, plus le sourcing qu'on va faire, c'est-à-dire le fait d'aller effectivement récupérer et chercher les CV sur les différents job boards et sites emploi. Donc au final, ça fait un très très gros volume avec pas mal de concurrence. Donc forcément, le fait déjà de se démarquer aussi bien d'un point de vue visuel sur la forme que ensuite sur le fond va être très important pour accrocher le recruteur. Puisque effectivement, là j'ai mis une petite statistique que vous avez en bas, c'est en fonction des études. Il faut savoir qu'en fait qu'un recruteur va passer le plus rapidement 6 secondes jusqu'à 30 secondes. Voilà. Ça dépend des études et des moyennes. Mais voilà, le temps le plus court qui a été, identifié en termes de statistiques, c'est 6 secondes. Donc c'est très très rapide. Donc si vous ne faites pas la différence, assez rapidement, le recruteur va être tenté de passer à autre chose plus rapidement. Surtout qu'en face, il y a d'autres bons CV qui se distinguent par leur approche visuelle ou par le fait d'avoir des informations qui sont clairement dessus. Surtout qu'en plus, nous, effectivement, en cabinet, il peut y avoir une différence entre cabinet, effectivement, et entreprise.
certains secteurs vont avoir plus de pression, d'autres recruteurs vont avoir beaucoup moins de temps à consacrer au recrutement. Donc parfois, on va plus pencher vers du 6 secondes que vers du 30 secondes. Donc c'est encore une fois, c'est vraiment important de faire un bon CV. Et on va le voir, effectivement, il y a plusieurs manières de faire des bons CV, bien entendu. Alors, les premiers conseils que je vous donnerai, effectivement, c'est surtout, ça je dirais même que c'est valable, quel que soit le secteur, c'est de vraiment cibler les informations, dans le sens où vous n'êtes pas obligé de tout mettre non plus dans un CV. Et ce qui va être important, c'est vraiment pourquoi pas d'ailleurs d'avoir plusieurs versions de votre CV ou de faire pas forcément, je dirais, un CV par candidature, mais au moins un CV par type de domaine ou d'entreprise auprès de qui vous postulez. Et dans votre CV, je dirais d'être vraiment direct et synthétique. Alors les conseils qui peuvent vous paraître évidents, euh, c'est quand je parle de direct et synthétique, c'est très simple, hein, c'est des verbes d'action, c'est pas de jeu, de grandes phrases, sujet, verbe, complément, parce que là, on va clairement perdre du temps. Et surtout, si vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup d'informations à mettre, voilà, vous allez aussi gagner de la place, hein, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'hésitez pas à mettre, je dirais, les expériences les plus valorisantes, celles qui vont vous mettre en avant. Encore une fois, c'est des expériences qui ne sont pas pertinentes, il ne faut pas s'interdire de les supprimer du CV, euh, très simplement. Encore une fois, voilà, il y a des choix à faire. Parfois, c'est pas facile, ça choque en soi et on a parfois envie de tout mettre ou de se dire que ça va pas, je dirais, être, comment dire, ça va, enfin, nous enlever, je dirais, des points positifs. Mais non, je dirais, il vaut mieux avoir, je dirais, un bon CV bien ciblé, quitte une fois que vous avez décroché un entretien, à renvoyer pourquoi pas une version longue, une version, je dirais, développée en plusieurs pages, et quitte ensuite à développer pendant l'entretien les expériences que vous n'auriez pas mises dans votre CV. Comme je vous disais, voilà, ça on va le voir après, mais un CV, je dirais, c'est 1 à 2 pages maximum. Alors après, pour les gens qui sont très expérimentés, on peut passer à 3 pages, c'est pas choquant non plus. Après, ça dépend des sensibilités de chacun, je dirais. Mais 1 à 2 pages, c'est l'idéal. Enfin, c'est l'objectif qu'il faut se fixer, je pense, pour pas non plus perdre votre interlocuteur ou le recruteur qui va passer du temps quand il voit un CV. Moi, j'en ai vu des CV, par exemple, je dirais de 8 à 9 pages. Ça concrètement, ouais, quand on passe une journée à faire du sourcing pour un recruteur et qu'à la fin de la journée, on arrive sur ce type de CV, humainement, enfin c'est humain, on va passer à autre chose, on va prendre un CV à côté de la pile qui va clairement lui être plus synthétique pour gérer un profil similaire. Donc gardez bien ça en tête. Alors, toujours dans la thématique de cibler les informations, également soyez précis sur les compétences. Alors l'idée c'est de ne pas se contenter, je dirais, une liste la plus complète possible de compétences. Mettez vraiment celles que vous maîtrisez. Alors ça c'est évident aussi, mais faut pas tricher sur un CV parce qu'au bout d'un moment ça va se voir si vous arrivez à décrocher un entretien et le retour de bâton, je dirais, va être d'autant plus important que vous aurez véhiculé une très mauvaise image et vous fermerez des portes. Et quand je dis être précis, c'est mettez le niveau de compétence aussi. C'est-à-dire quand vous mettez de compétence, vous ne vous contentez pas de juste la citer. Bon, je donne l'exemple qu'on voit souvent, on met juste, je sais pas, anglais, espagnol. Oui, mais quel niveau? Et encore une fois, est-ce que c'est du scolaire, du opérationnel, du courant? Pareil dans les métiers de la distribution, ça peut être s'il y a de la relation client ou des parties commerciales. N'hésitez pas à indiquer, je dirais, mettre des indicateurs concrets, des données chiffrées. Ça va toujours vous valoriser et ça va montrer aussi au recruteur que, voilà, donc là, ça va le rassurer sur le fait que, vu qu'il y a du concret, il va moins avoir de doute, je dirais, quant à la véracité des propos qu'il y a sur un CV. Alors, un exemple, effectivement, si c'est des fonctions relations clients commerciales en boutique, ça peut être effectivement si vous avez participé à un nombre de ventes, si vous avez été premier vendeur ou des récompenses, c'est bien de vous valoriser par rapport à ça. Le chiffre d'affaires, si vous avez eu, je dirais, un objectif dessus, que vous avez atteint votre objectif, mettez-le. Votre contribution, effectivement, à toutes ces données chiffrées, le nombre de clients traités par jour sur un centre d'appel. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples. Et plus vous serez, je dirais, précis et concret, encore une fois, plus ça va vous valoriser. Il y a aussi également un point important, c'est de vous mettre à la place du recruteur et surtout d'appuyer sur l'annonce. En fait, c'est très simple, hein, mais dans les annonces, vous avez effectivement les compétences qui sont requises, l'expérience aussi qui est demandée. Si vous avez des points communs avec celle-ci, n'hésitez pas effectivement à aller vraiment analyser l'annonce et aller chercher tous les petits points que vous allez pouvoir, je dirais, les points communs que vous allez pouvoir trouver et mettre dans votre CV pour faire un CV qui n'est pas un copier-coller évidemment de l'annonce, mais qui va y ressembler parce que, en fait, un recruteur, hein, que ce soit nous en cabinet ou en entreprise, on va forcément être très rassuré dans le fait de trouver des mots-clés qui vont être très similaires. Et en plus, quand on fait des recherches, hein, on fait des recherches sur des job boards et des sites d'emploi comme Monster, la GFIP ou autres, nos recherches, on les fait par ce qu'on appelle des recherches booléennes, qui sont on tape des suites de mots-clés, hein, des enchaînements de mots qu'on veut retrouver dans le CV.
Donc réfléchissez bien justement à ces mots-clés qui sont indispensables, comme conseil, vente, service, accompagnement, enfin, il y en a plein évidemment. Et pensez bien à faire une revue et à vous assurer qu'ils sont bien dedans, parce qu'en fait, quand on va faire une recherche dans une base candidat ou dans un job board, bah forcément, ça va remonter en tête de liste hein, si vous les mettez bien. Et puis également sur les profils juniors, forcément, quand vous avez moins d'expérience et, et donc vous avez moins d'expérience à mettre en avant, bah, vous pouvez aussi mettre en avant votre formation, hein, tout simplement, là, dans l'ordre du CV et peut-être la détailler un petit peu plus, et mettre aussi les compétences acquises pendant vos formations. Comme ça, vous allez aussi pouvoir vous assurer que vous avez tous les mots-clés qui vont ressortir aussi, parce que s'ils ne sont pas dans les expériences, il faut les mettre quelque part, pour vous assurer que bah, voilà, ça va ressortir dans une recherche. Et puis, effectivement, les formations, que ce soit BTS, BUC, que ce soit dans le domaine de la banque ou même les certifications, mettez-les vraiment. Et justement, si vous avez suivi je dirais des formations qui sont peut-être pas forcément qualifiantes, mais certifiantes ou autres, n'hésitez pas à les mettre aussi, hein, d'ailleurs, que ce soit pour les personnes expérimentées ou autres, n'hésitez pas à les mettre, ça va toujours vous valoriser. Et notamment si en plus en ce moment, en période de confinement, vous faites de tout ce qui est des MOOC ou des Open Classroom, enfin tout ce qui est formation, bah, mettez-le aussi. Ça montrera que bah, vous avez aussi, vous n'avez pas perdu votre temps aussi, ce sera toujours quelque chose à valoriser. Et je dirais au final, dans ce que vous allez mettre sur votre CV, je dirais le premier regard qu'on va avoir sur un CV, si les informations sont bien organisées, si c'est clair, ça va déjà donner une première image de vous aussi. Ça, c'est important. Parce que nous, en fait, on va déjà se... Alors, ça peut aussi on peut avoir des a priori, mais si je dirais le CV est présenté de manière positive, on va clairement se dire, bah, cette personne-là est bien organisée, c'est clair dans sa tête, et déjà on partira avec un a priori positif. Donc ça reflète vraiment aussi votre manière de vous organiser, de penser, donc aussi, ça, c'est important, ça reflète une petite partie de votre personnalité. Donc ça, c'est pensez-y aussi et faites bah, quelque part aussi, je dirais un CV qui vous ressemble en termes de présentation. Ça, c'est un point important. Et quelle que soit l'expérience, hein, que ce soit dans le domaine de la vente, de la relation client, plus de la partie logistique, hein, je dirais voilà, chacun peut avoir pardon, son approche. Alors, autre point aussi, c'est par rapport aux rubriques dans un CV. Bon, après, je ne vais pas forcément résumer en détail toutes les rubriques parce qu'elles sont plutôt évidentes. Hein. On a évidemment tout en haut bah, le titre qui est important. On peut effectivement faire un petit résumé de votre profil, expérience, compétences, centre d'intérêt, etc. Je vais quand même revenir sur des points qui vont être importants par rapport à chacune de ces rubriques. Le titre, évidemment, qu'on soit manutentionnaire, vendeur ou conseiller, il faut qu'il soit quand même assez précis et qui corresponde vraiment au poste pour lequel voilà, vous êtes positionné. C'est encore une fois, peut paraître un conseil simple, mais je vois beaucoup de CV avec des titres génériques. Par exemple, si vous mettez vendeur, c'est bien, mais mettez vendeur dans le prêt-à-porter ou vendeur prêt-à-porter, vendeur en grande distribution ou autre, ou conseiller bancaire, ou conseiller en ligne. C'est bien aussi d'avoir cette précision. Comme ça ressortira mieux dans les recherches aussi, encore une fois, des recherches internes des recruteurs. Et ça peut être aussi un titre qui correspond à votre projet professionnel. Vous avez le droit de vous projeter aussi, je dirais, dans ce que vous souhaitez faire. Alors, évidemment, il faut se projeter à court terme. Hein. C'est pas forcément de se voir responsable tout de suite, mais enfin, si vous l'êtes aussi, si vous l'êtes pas déjà, mais mettez-le effectivement. Je dirais, c'est important puisque ça donnera aussi, enfin, ça montrera que vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez faire aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi pour se valoriser, c'est faire un petit résumé de votre profil en quelques lignes pour le mettre en dessous du titre. On peut le voir on le verra après sur d'autres éléments, enfin d'autres parties de votre CV. C'est donc un petit résumé qui va, je dirais, vous valoriser ou résumer un peu vos compétences. Par exemple, c'est dire 10 ans d'expérience dans la vente ou très forte expertise du domaine bancaire, ou comme on le disait, 5 ans d'expérience en magasin, en boutique prêt-à-porter, bonne capacité, je dirais, à accompagner les équipes ou bonne capacité à gérer des plannings complexes. Enfin, il peut y avoir plein de choses encore une fois. Et l'idée vraiment, c'est de mettre deux, trois lignes, pas plus. Encore une fois, sur un style direct et synthétique qui vont donner une premier aperçu aux recruteurs de ce que vous savez faire et de ce qui fait un peu vos forces. Donc ça aussi, c'est bien que ça montre que vous avez un peu réfléchi à votre projet, que vous savez aussi le mettre en avant. Après, sur l'ordre, sur expérience, compétences, là, je dirais en fonction de la présentation du CV, ça va dépendre de vous, puisque en fait, si vous mettez effectivement sur une présentation classique avec de haut en bas, bah, vous pouvez soit mettre les compétences ou l'expérience. Pour les personnes expérimentées, je conseillerais plutôt de mettre les expériences d'abord et après les compétences. Pour les profils plus juniors, bah, forcément, mettez vous voyez comment vous voulez le mettre, vous pouvez les mettre en avant notamment. Pareil pour la formation, mettez-le pour les personnes expérimentées, mettez-le plutôt après, parce que c'est plutôt votre expérience que vous allez vendre. Ou pareil, si vous avez peu de formation, hein, mettez-les quand même, mais mettez-les plutôt
en bas du CV, parce que généralement, on a tendance à mettre les informations les plus importantes en haut, puisque c'est ça qui va retenir généralement plus l'œil ou l'attention du recruteur. Alors, sur les expériences également, soyez clair, indiquez clairement la date, le type de contrat, l'entreprise, bon, évidemment le poste, hein, ça c'est pas évident. Mettez-le vraiment parce que même si vous avez des trous à la rigueur, ça on va le voir juste après, mais il faut que le recruteur puisse identifier rapidement. Il n'y a pas besoin de chercher pendant 2 minutes ou de réfléchir à c'était quand, est-ce que c'est dans le bon ordre, combien de temps ça a duré. Vous n'êtes pas obligé évidemment de mettre à chaque fois le mois si c'est l'expérience qui a duré sur plusieurs années, mais voilà, si c'est un CDD qui a duré 9 ou je sais pas 9 ou 18 mois, mettez quand même mois et année, ça permettra d'avoir je dirais une vision plus claire, sachant que parce qu'on peut pas savoir si un CDD qui vous mettez sur 2018 ou sur 2018-2019 par exemple, si ça peut durer aussi bien 2 mois que 6 ou 9 mois. Donc ça c'est important vraiment d'avoir ces précisions. Alors, sur effectivement les périodes où vous n'avez pas travaillé, bon, bah, ça, il faut de toute façon être transparent parce que forcément, le recruteur va le voir et c'est souvent quelque chose sur lequel, je dirais, on a tendance à mettre le focus. Donc, n'hésitez pas, effectivement, s'il y a des raisons à ça, à mettre une petite ligne très claire, enfin très, très synthétique pour expliquer, effectivement, la période d'inactivité. Si c'est lié, effectivement, bah, justement, à un problème de santé ou médical, bah, n'hésitez pas à le mettre, hein, inactivité pour raison médicale. Ça va aussi rassurer quelque part le recruteur en disant bah, cette personne voilà, n'a pas travaillé pendant un nombre d'années au moins, bah, je sais pourquoi. Pour les femmes, c'est pareil, si c'est un projet maternité, il ne faut pas hésiter à le mettre. Et si vous n'avez pas travaillé, bah, ne le mettez pas. Hein, on est aussi, enfin, je dirais, il est tout à fait normal dans un parcours professionnel d'avoir des périodes d'inactivité. Après, la différence va jouer, c'est comment vous allez le justifier en entretien. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais effectivement, il faut aussi être clair et le dire très simplement pourquoi on a été en recherche. Mais voilà, on ne va pas forcément tout mettre dans un CV. Mais tout ça pour dire que si vous avez une raison claire, n'hésitez pas à la mettre sans avoir besoin de justifier tout, mais mettez une ligne, ça suffit largement. Voilà, comme ça, on sait si on a, enfin, le recruteur sait au moins pourquoi il y a eu cette période en tout cas. Ensuite, sur la partie centre d'intérêt, là, je vous dirais ce qui est important, c'est vraiment de personnaliser. Dans le sens où si vous mettez effectivement lecture, cinéma, musique, là ça sert à rien de mettre ça. Je dirais ça n'a pas de valeur ajoutée, c'est assez impersonnel. Mettez vraiment si effectivement vous avez des choses qui sont un petit peu de l'ordinaire, si des activités, je dirais, qui vont être en lien avec le domaine professionnel, pourquoi pas, ça peut valoriser aussi le profil. Ou encore une fois, voilà, si vous êtes passionné de lecture, oui, mettez-le, mais quel type de lecture, hein, si c'est autobiographie, je sais pas, roman historique, enfin voilà, il y a plein de différentes catégorie, bah, mettez-le, mais ouais, personnalisez-le parce que quelque part, si en face le recruteur bah, peut-être partage, ça peut arriver vos centres d'intérêt, ça va peut-être créer un point d'accroche, pourquoi pas une forme de proximité, je dirais, qui va pouvoir bah, créer ensuite une conversation pendant l'entretien et ça pourra toujours être positif. Après, encore une fois, ça peut être votre chance. Si vous mettez quelque chose d'un peu engagé, surtout mettez pas des choses. On évite tout ce qui est, je dirais, trait à la politique, au domaine du religieux ou autre parce que ça peut froisser la personne en face. Hein, chacun ses susceptibilités, mais voilà, une personne peut aussi rejeter un CV parce qu'elle va se dire concrètement, cette personne voilà, est très orientée très orientée par ce biais, ça va pas le faire avec mes équipes, donc ça peut être un vrai danger. Donc soyez aussi prudents. Mais encore une fois, si vous n'avez pas vraiment de choses, et c'est pas grave hein, à mettre de personnalisable, ne le mettez pas et en plus ça va vous faire gagner de la place si vous avez beaucoup de choses à mettre dans votre CV. Un autre point aussi également, c'est la RQTH. Alors là, clairement, la RQTH, effectivement, il y a toujours un débat sur ce qu'il faut la mettre ou de pas la mettre. Ben là, je vous dirais, il peut y avoir plusieurs avis. Ça dépend encore une fois je l'ai déjà dit, mais de la sensibilité du recruteur. Certains vont vous dire que non, il faut pas la mettre parce que ça va créer trop d'a priori. Moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut la mettre parce que c'est important, encore une fois, d'être transparent sur ce sujet, dans le sens où si vous, effectivement, vous allez en entretien, vous rencontrez l'entreprise ou autre, c'est un point qu'il faudra aborder, d'autant plus d'autant plus si vous avez besoin d'aménagement. Parce que le fait de le cacher et de le dire qu'à la fin, ça va mettre en difficulté en porte-à-faux vous et aussi l'employeur. Et encore une fois, ça peut faire capoter un recrutement si on s'aperçoit déjà que l'aménagement n'est pas compatible ou que le recruteur n'a pas eu le temps de préparer vos aménagements pour votre entrée de poste. Alors, encore une fois, il faut juste. Moi, je ne suis pas de l'avis de mettre tous les détails des aménagements sur le CV. Mettez juste RQTH, ça suffit. Alors, évidemment, si vous n'avez pas besoin d'aménagement, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Ou alors, vous pouvez préciser RQTH sans aménagement, parce que voilà, on va pas non plus se mentir. Hein. Le fait de ne pas avoir d'aménagement, bah, ça va créer une bonne a priori en face du recruteur. Même si je vous dirais aujourd'hui,
La porte d'entrée, je dirais, en termes de recrutement, c'est souvent des profils principalement RH. Et les profils RH qui font partie souvent des missions handicap ont clairement une bonne sensibilité, beaucoup moins de freins, voire très peu ou pas du tout, sur cet aspect-là. Là où le frein va peut-être plus arriver sur des personnes qui sont souvent, enfin pas souvent, je ne vais pas faire de généralité, mais qui sont moins, comment dire, moins sensibilisés au handicap, qui sont plus le côté opérationnel manager, qui va se dire, bah là, ça va être compliqué à gérer, je ne sais pas comment je vais faire. Donc c'est pour ça que je dirais de ne pas rentrer dans le détail, ou alors si vous n'avez pas besoin d'aménagement, bah, mettez-le. Et de toute façon, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de mentionner le fait d'avoir une RQTH, je le précise quand même. Mais par contre, voilà, il faudra forcément aborder le sujet assez rapidement dans les entretiens, si vous en avez bah, voilà, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, en tout cas de situations peu inconfortables pour la suite. Euh, alors, un autre point aussi que j'avais une question sur un webinaire que j'avais aussi animé la semaine dernière, qui est effectivement intéressante. Dans les recherches par rapport aux recherches de mots-clés ou les bases candidats des employeurs, il y a notamment aujourd'hui dans ce qu'on appelle les ATS, qui sont les logiciels de gestion des candidatures et des candidats. Vous avez certains ATS qui vont effectivement faire sur la base d'algorithmes, hein, enfin d'algorithmes spécifiques, qui vont faire remonter automatiquement des CV en allant analyser les mots-clés qu'il y a sur vos CV. Alors, ce qui est important, c'est pour ça que je vous disais que c'est important de bien mettre tous les mots-clés importants, et même si voilà, il ne faut pas tricher, mais en tout cas, si vous avez la bonne connaissance ou qu'elle soit théorique ou autre, n'hésitez pas à mettre effectivement ces compétences ou des mots-clés qui vont encore une fois vous permettre de faire ressortir dans les recherches. Et aujourd'hui, justement, on va le voir par rapport au slide suivant, il y a un point important, c'est effectivement de rendre le CV important sur la forme, dans la présentation. Alors c'est pour ça qu'il faut aussi quelque part avoir une présentation qui va pas être trop entre guillemets exotique, qui va vous permettre aussi à ce type je dirais, de logiciel ou même d'ailleurs au recruteur d'aller identifier vos CV et vos mots-clés sans problème. C'est pour ça que je conseille évidemment d'avoir un format de CV, enfin CV au format PDF ou Word. Éviter les formats images comme du GIF, du JPEG ou autre. Ça clairement, même si aujourd'hui les logiciels dans les ATS, les algorithmes arrivent quand même à déceler, mais ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à aller identifier les mots-clés dans ce type de format. Donc, vraiment, c'est Word et PDF, ça c'est important. Et pareil, on va le voir juste après, mais sur les icônes ou la présentation, faites en sorte que voilà, ne repassez pas les types de rubriques comme les compétences ou autres, enfin le mettre même le mot compétences par des icônes, parce que ça, normalement, le logiciel, en tout cas, va peut-être passer à côté ou va peut-être écarter un CV. Alors, il y a de gros risques aujourd'hui, comme je vous disais, parce que les algorithmes sont de plus en plus performants, mais ça peut être un risque en tout cas. Alors, comme je vous disais, effectivement, il y avait deux points importants. C'était effectivement le fond qu'on a vu, puis il y a la forme, parce que quelque part, voilà, il faut déjà, avant que le recruteur s'attaque je dirais, au fond, il faut qu'il ait envie de le lire, en fait, qu'il ait envie d'aller creuser, vraiment de découvrir le CV. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, d'avoir une présentation, je dirais, originale. L'idée, c'est de se différencier, pour, encore une fois, je dirais, ressortir de la pile, hein, comme on dit. Et puis, comme je dis, visuellement attrayante. Alors, vous avez un site, il y en a plusieurs évidemment, mais celui-ci est vraiment très bien, c'est canva.com. Vous verrez, on va pas y aller tout de suite évidemment, mais il y a pas mal de styles différents qui pourront aussi être adaptés à ce que vous avez envie de faire aussi, et qui pourront vous permettre de sortir un petit peu du CV noir et blanc avec toutes les informations à la suite, hein, de bas en haut, de manière très classique. Alors évidemment, dans les métiers de la distribution, l'idée c'est en fonction du poste, on n'est pas encore une fois dans les métiers de la création, la communication ou autre. Bon, même si effectivement il peut y avoir des fonctions support dans les RH, marketing ou autres, hein, dans les métiers de la distribution, mais l'idée c'est, je dirais, conjuguer quand même à la fois modernité et sobriété. C'est pas forcément faire quelque chose avec des couleurs flashy partout, des informations à gauche à droite. Garder quand même une certaine cohérence, même si on n'est pas obligé encore une fois de respecter le format classique, encore une fois de haut en bas avec rien sur les côtés, on va le voir juste après. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir une présentation qui soit un peu plus moderne en vous appuyant évidemment sur ce type de site. Vous aurez plein de modèles pour trouver quelque chose d'assez original. Alors, autre point aussi, parce que c'est vrai qu'effectivement, dans le domaine de la grande, dans les métiers de la distribution, on peut avoir aussi, je dirais, beaucoup d'expérience et surtout pas mal d'émissions d'intérim, où on peut les avoir enchaînées, je dirais, pendant pas mal de temps. Et là, ça devient assez compliqué, je dirais, d'avoir un CV à la fois qui soit clair, comme je dis, aéré et lisible, hein, parce qu'il faut quand même identifier des rubriques assez rapidement, et on a souvent la tentation d'aller vraiment faire des petites polices ou tout regrouper sur un gros pavé. Donc encore une fois, je vous dirais, pour rendre votre CV assez clair et lisible et qu'on voit bien les différents types de rubriques, ce que je vous disais, n'hésitez pas à regrouper vos expériences aussi.
Par exemple, si vous avez fait, je dirais, on va dire une dizaine de missions d'intérim ou des CDD dans un secteur, même secteur, voire un secteur différent, n'hésitez pas à faire un paragraphe qui regroupe, je sais pas, sur 5 ans, 6 ans, et mettez mission d'intérim, deux points, vendeur, conseiller, magasinier, et voilà, et puis vous mettez ensuite les compétences, enfin ce que vous avez fait dedans, c'est-à-dire vous faites un résumé de tout ce que vous avez pu faire durant ces missions, parce que si vous mettez un CV, si vous voulez, avec 15 missions d'intérim, avec 2018, enfin mars à avril 2018, intérimaire, etc. Ensuite juin, juillet 2018, etc. Si vous avez comme ça une liste comme ça, je dirais qu'il va y avoir une vingtaine d'expériences. Ça peut de valeur ajoutée. Encore une fois, regroupez en mission d'intérim au global, mettez quelques exemples d'entreprises qui sont intéressantes sur les mettre toutes, et puis vous faites, encore une fois, vous regroupez les compétences que vous avez fait, les missions que vous avez pu faire. Il y aura forcément des points communs, et ça vous permet effectivement, encore une fois, de gagner de la place et de ne pas saturer le CV avec un gros pavé qui va être assez indigeste, notamment. On l'a vu effectivement, le CV doit tenir sur une à deux pages maximum, hein, ça c'est un objectif idéal. Et quitte à, encore une fois, comme je le disais plus tôt, une fois que vous avez décroché un premier contact, n'hésitez pas à préciser si vous avez une grande expérience. Si vous le souhaitez, je peux vous proposer de vous envoyer un CV détaillé qui fait effectivement que vous avez le détail de toutes les missions et plus d'informations. Donc ça, gardez-le aussi en tête notamment. Encore une fois, je dirais la présentation c'est essentiel parce que comme je vous disais, je me répète, mais ce qui va donner envie clairement de lire votre CV. Là, il y a des règles qui sont très simples. Encore une fois, c'est homogénéité et cohérence. Pas trop de couleurs. Il ne faut pas tomber dans le syndrome encore une fois, du sapin de Noël avec 5, 6, 7 couleurs différentes. Pareil pour les polices, multipliez pas les polices. Encore une fois, on est dans le domaine de la distribution. Je vous dirais, ils ne veulent pas forcément des gens à la créativité extraordinaire, encore une fois. Même si, pourquoi pas, ça peut être une qualité appréciée, évidemment, mais c'est pas ce qui va peut-être être le plus demandé dans ce type de métier. A fortiori dans des domaines comme la banque où il y a de la relation client ou autre, où là c'est plutôt un cadre un peu formel et sans tomber dans les clichés, mais c'est quand même, on attend quand même de la rigueur, et un respect des procédures, si je puis dire, qui est important dans ce type de milieu. Donc soyez sobre par rapport à ça. Et également, sur la présentation, sur les différentes rubriques, gardez l'homogénéité de la présentation. C'est-à-dire si vous utilisez une police pour un titre de rubrique, gardez la même police et la même couleur. Comme ça vous permettra, je dirais, le recruteur verra tout de suite, va identifier très visuellement là où il doit aller chercher l'information en priorité sur votre CV. Ça, c'est important. C'est un vrai confort visuel aussi. On n'a pas besoin d'éplucher le CV ou se rapprocher pour aller trouver de l'information. Alors, la photo, pareil, c'est un peu comme dire QTH. Je vous dirais, il peut y avoir plusieurs avis. Dans les métiers, effectivement, il y a la relation client. Je vous dirais, oui, mettez-la, c'est bien. Ça permet aussi de créer de la proximité aussi. Le fait de mettre une photo, je dirais, crée déjà un premier sentiment de proximité avec le candidat. Hein, c'est souvent effectivement ce qui ressort des analyses sur les CV. Alors, ce qui est important effectivement, c'est que la photo soit, encore une fois, conseil très évident mais professionnel. Je vous dis ça parce que on voit beaucoup de choses, nous, en tant que recruteur, de photos qui sont mal cadrées, des photos dans un cadre très personnel ou pas du tout pro. Donc là aussi, encore une fois, il faut avoir en tête que l'idée, c'est de donner envie de vous rencontrer. Donc, premier exemple, premier élément important, autre élément important, je vous dirais, c'est souriez. Ça, c'est la base. Alors, effectivement, dans les métiers, en plus où il y a de la relation client, c'est essentiel. Hein, c'est parce qu'en gros, encore une fois, vous montrez une première approche de vous, c'est-à-dire de votre personnalité. Quelque part, c'est un petit fragment, mais qui va quand même être assez représentatif, en tout cas dans l'image qu'on va se faire en tant que recruteur du candidat. Que je le rappelle, on n'a qu'un morceau de papier en format 4 pour se positionner et savoir est-ce qu'on l'appelle ou pas. Donc ça, c'est important. Cadrez-la bien, mettez un fond midi derrière, et puis effectivement, évitez les photos que vous avez récupérées ou photoshopées ou recadrées je sais pas, de mariage ou autre, de soirée, j'en ai vu aussi avec ce type de photos. Donc voilà. Montrez-vous tel que vous allez être dans un cadre professionnel, en fait. C'est ça aussi, hein. Ça projette aussi le recruteur sur, je dirais, vous, la façon dont vous serez aussi, pourquoi pas habillé aussi, hein, donc c'est important. Vous n'êtes pas obligé, alors en fonction des métiers, je vous dirais, pas obligé de mettre une cravate, un costume, etc. Sauf peut-être dans des domaines comme, je prends un exemple assez concret, mais comme la banque, où là, c'est peut-être plus la tenue qui va être importante. Mais dans les métiers, je sais pas, en magasin, grande distribution, prêt-à-porter, vous pouvez aussi être un petit peu plus décontracté, entre guillemets, hein, bien sûr, pas complètement, mais voilà. En gros, c'est mettre une tenue que vous allez potentiellement porter sur votre lieu de travail, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment important.
Donc pour finir, oui, je dirais oui, méthode Android, mais si vous n'avez pas de photo pro sous la main, ou qui donne envie, encore une fois, qui véhicule une image positive, oui, forcément, ne la mettez pas. Après, c'est évident que le petit risque qu'il peut y avoir avec une photo, c'est encore une fois les a priori, un délit de faciès. Ça, je vous dirais, malheureusement, il y en aura toujours. Donc, oui, ça, c'est on peut pas, enfin, on peut pas faire grand-chose. C'est compliqué à gérer cet élément-là, ça peut être un risque, mais je vous dirais, si on devait faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre, moi, j'en serais pour en mettre une si effectivement elle est qualitative, en tout cas. Autre point pour gérer et gagner un petit peu pour terminer là-dessus, c'est intégrer des éléments graphiques ou visuels. C'est comme vous dire, c'est des icônes. Alors, par rapport effectivement au logiciel d'analyse dans les ATS, enfin ATS c'est d'anglais, hein, c'est Applicant Tracking System, juste pour information et culture personnelle. Donc c'est les logiciels de gestion des candidats. Mettez pas trop d'icônes et je vous disais ne remplacez pas les types de rubriques ou les éléments clés par trop d'icônes. Sinon effectivement il y a un petit risque que le CV soit pas reconnu dans le cadre d'une recherche. Bref, tout ça pour dire que vous avez deux sites qu'on vous conseille, enfin que je vous conseille, The Null Project et flaticode.com, où simplement vous avez un petit moteur de recherche et vous faites votre recherche par mots-clés, hein, c'est très simple. Et là vous avez effectivement une sélection d'icônes. Certaines sont effectivement, on va dire 80% des icônes, voire 90 sont libres de droit évidemment. Certaines, vous verrez, sont protégées, mais bon, ça malheureusement, il faudra faire sans. Ou sauf si vous avez envie de payer une licence. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt vu le choix qu'il y a en termes d'icônes gratuites. Et juste préciser également que ce sont des sites qui sont en anglais. Donc là, alors c'est évidemment sur les sites français, on n'a pas trouvé mieux, donc j'ai quand même gardé ça. Ça peut être très simple, hein, si vous n'êtes pas anglophone, vous avez un doute, vous allez sur Google Translate, tapez votre mot, vous avez traduction, et voilà, copier-coller dans le moteur de recherche, et voilà, c'est aussi simple que ça pour avoir des icônes. Encore une fois, les icônes, il ne faut pas forcément les multiplier. Gardez également une cohérence en termes de couleurs, il ne faut pas que ce soit encore une fois voilà, un peu la devanture d'enseigne avec les néons qui flashent partout, ça c'est important. Sachant qu'également sur les CV, il y a aussi le fait de mettre les logos des entreprises. Bon, je suis pas forcément pour, je trouve que ça surcharge le CV dire un peu inutile. Après, vous pouvez les mettre quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience, pour plutôt les profils juniors, si ça reste discret, hein, évidemment, il faut pas que je dirais, c'est comme pour la photo, il faut pas que ça prenne la moitié de la page, hein, ça c'est important. Mettez-les vraiment avec parcimonie, quoi. Ça, je vous dirais, pour les gens expérimentés, les remettre à chaque expérience, si vous avez beaucoup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Généralement, on les enseigne, je dirais, il faut, les gens les connaissent, puis si on les connaît pas, on va regarder sur Google ou Internet ou autre. C'est pas une forte valeur ajoutée sur le CV. Alors, avant de passer à vos questions, une dernière chose, on va passer sur un exemple de CV. Bon, encore une fois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si j'arrive à le... D'accord. Alors oui, je ne l'ai pas rajouté, je vais le mettre, ne bougez pas. Hop. Eh bien, merci. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez un exemple de CV. Bien entendu, c'est une présentation qui est un petit peu plus originale, mais qui n'est pas non plus, comme je vous disais, non plus très très originale. Hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, j'ai fait un peu plus sobriété. Mais ce qu'il faut retenir effectivement dans ce type de CV, c'est un peu ce que je vous disais. Une photo, voilà, c'est très sobre, hein, ça peut être noir et blanc en couleur, un petit sourire, pas plus, hein, ça va, c'est très très bien, ça suffit largement. On voit effectivement les informations, on arrive à les identifier assez rapidement avec des types de rubriques qui sont assez clairs. Aujourd'hui, effectivement, souvent les CV en plusieurs colonnes, c'est pas mal, ça permet de différencier différents éléments et puis de les mettre un peu au même niveau aussi, ça peut être intéressant. Pareil, jouer sur la couleur, alors, on pourrait mettre effectivement une couleur en plus, mais on voit effectivement les entreprises qui ressortent tout de suite. Hein, là, voilà, j'ai pris l'exemple du prêt-à-porter. Comme ça, on voit tout de suite chez les enseignes chez qui cette personne, par ailleurs fortement compétente, a travaillé. Et du coup, ce que je vous disais, voilà, dans les expériences, on peut tout à fait regrouper là ce que j'ai mis en 2013-2016, notamment plusieurs expériences pour gagner de la place sur le CV. Pareil sur les compétences, soyez précis. Simplement, vous pouvez vous servir de petits pictogrammes pour un petit peu, évaluer votre niveau et le comparer par rapport aux autres. Hein. Ça permet effectivement de sortir un petit peu du traditionnel maîtrisé, de se contenter de faire une liste comme ça de compétences, mais en fait, il y a 50 compétences, mais on ne sait pas lesquelles vous maîtrisez et lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Donc, encore une fois, mettez pas tout, mais celles qui vont vraiment être en lien avec l'annonce et le poste pour lequel vous vous positionnez. Et puis, c'est ce que je disais aussi, sous le titre, alors là, je l'ai séparé en deux volontairement, sous le titre qui effectivement
correspond au projet ou autre. Vous avez effectivement une petite phrase qui vous résume, donc 5 ans d'expérience en prêt-à-porter. Bon, elle est un petit peu bateau celle-là, mais ça résume bien, je dirais, le parcours. Vous pouvez aussi développer, sinon moi je l'ai mis à part sur la partie gauche, au milieu, là, sous les informations classiques, le profil, où vous avez notamment un petit résumé de quelques lignes qui résume, je dirais, les compétences que maîtrise cette personne. Donc voilà, vendeuse expérimentée, sur des conseils, etc. On peut aussi mettre en dessous du titre. Mais ça, c'est important parce que ça permet, comme je vous le disais, d'avoir une petite vision, une petite synthèse de ce que le candidat va pouvoir, entre guillemets, vendre, parce que c'est aussi, il faut savoir se vendre, dans son CV. Encore une fois, vous verrez sur le site que canva.com, vous pouvez faire des présentations beaucoup plus originales, avec plus de couleurs, un peu plus de style en arrière-plan. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Mais voilà, l'idée, c'est pas trop en faire. Encore une fois, les recruteurs, dans un CV, ce qu'on cherche, c'est vraiment pouvoir aller à l'information rapidement et en fait savoir si, par rapport à ce que je recherche, est-ce que ce candidat vraiment maîtrise bien, je dirais, les compétences qui sont recherchées, est-ce que j'ai envie de creuser, est-ce que j'ai envie de l'appeler ce candidat. Voilà, donc ça, c'est important. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres, adaptez-le à votre style, à vos expériences. Vous pouvez tout à fait aussi, si vous avez encore une fois beaucoup d'expérience, réduire la partie qui est à gauche, là, toute la partie profil, compétences et langue, la mettre en one place. Ça, c'est évidemment tout à fait possible. Encore une fois, c'est à vous de voir ce que vraiment vous souhaitez mettre en avant. Donc là, moi, je vais terminer pour la partie de conseils sur les CV. On va passer à vos questions. Du coup, on va l'activer tout de suite. Et du coup, je vais juste attendre que ça charge. Et l'idée, si ça va arriver, voilà. Donc Philippe nous demande si le fait de ne pas tout mettre, ça risque-t-il de pas de laisser sous-entendre qu'il y a des trous. Alors quand je dis de ne pas tout mettre, effectivement, c'est sûr, ça peut être sur deux aspects en fait. Comme je dis, sur les expériences, effectivement, si vous avez des expériences trop courtes, ou encore une fois plein de missions d'intérim, là vous le résumez, du coup ça fait pas de trou. Par contre, c'est sûr que si vous avez l'expérience qui n'est pas du tout en rapport avec le domaine d'activité ou le poste pour lequel vous vous présentez, oui, ne l'enlevez pas, ça c'est évident. Il faut toujours il faut toujours mettre l'expérience plutôt que de l'enlever, même s'il n'est pas dans le domaine. Ça montrera toujours que vous n'êtes pas resté sans rien faire, et c'est sûr que c'est évident, un trou dans un CV, ça sera moins positif, et ça donne aussi encore une fois des a priori sur un recruteur, ça c'est une évidence. Et quand je disais de ne pas tout mettre aussi, c'est dans vos expériences. C'est-à-dire que dans une expérience, vous n'êtes pas obligé forcément de mettre toutes les compétences, toutes les missions que vous avez faites. Si certaines vraiment sont pas d'intérêt ou sont pas en lien direct, supprimez des lignes, gagner de la place. Et encore une fois, vous allez mettre en haut de la liste les principales compétences, celles les plus importantes, les missions que vous avez faites, les tâches, et en bas, les moins importantes, les moins valorisantes, entre guillemets, bien sûr. Il faut aussi sélectionner et ne pas tout mettre à l'intérieur même d'une expérience. Ça, je le précise aussi. Et encore une fois, oui, je suis d'accord, on ne va pas enlever l'expérience si ça fait un trou dans votre CV, parce qu'il faut toujours montrer qu'on a travaillé. Donc là-dessus, on est d'accord, mais c'est plus la sélection au sein d'une même expérience sur laquelle vous pouvez vous permettre de ne pas mettre. Ou même à la rigueur, si vous avez d'une même expérience, vous avez évolué sur un poste. Alors c'est bien de le mettre, de mettre en avant le fait que vous avez démarré, je sais pas, sur un poste de magasinier, que vous avez effectivement monté sur un poste de chef d'équipe. Si par exemple vous avez eu, je sais pas, 5-6 postes sur une même expérience qui a duré longtemps, si dedans il y a certaines expériences ou fonctions qui ne sont pas intéressantes, vous pouvez les enlever. Et à l'oral, encore une fois, vous direz, je ne l'ai pas mis dans mon CV, mais je vous précise qu'effectivement, durant cette expérience, j'ai aussi été sur ce type de poste où j'ai accompagné d'une manière temporaire. Enfin, voilà, vous le précisez après. Effectivement, encore une fois, on est d'accord, éviter les trous dans le CV, si possible, évidemment. Alors, question suivante de Guillaume. Donc, je suis en poste préparateur de voiture, je vais avoir des postes de manager ou responsable de rayon, mais je n'ai aucune expérience dans le management. Donc, effectivement, c'est pour revenir à la question précédente. Oui, merci. Du coup, ça s'est passé un peu vite. Alors, évidemment, c'est toujours compliqué quand on n'a pas d'expérience dans le domaine de postuler, de mettre sur un titre de CV, effectivement, quand vous avez été employé ou préparateur de voiture, mettez manager. Non, par contre, mettez le titre effectivement du poste qui correspond à votre niveau de compétence, mais en dessous, vous pouvez mettre effectivement en dessous du titre, un petit paragraphe, comme je vous le disais, quelques lignes, encore une fois, par quelque chose de développé, mais qui indique ce que vous souhaitez faire votre projet. Après, en mettant, j'ai 5 ans d'expérience dans ce domaine, je connais bien ce domaine de métier, cet environnement ou ce secteur d'activité, et souhait à terme d'évoluer vers des responsabilités managériales ou évoluer vers des postes de responsable d'équipe. Donc mettez-le quand même, ça montre que vous avez envie d'évoluer, de progresser.
Après, toute la complexité de l'affaire va être de trouver dans votre CV des compétences qui vont pouvoir se rapprocher ou vous permettre de passer ce cap. Après, c'est évident que si vous n'avez pas vraiment une expérience dans le domaine, il faudra passer étape par étape, hein, et puis dans une expérience actuelle, dire voilà, je suis prêt effectivement à passer par ce poste, mais testez-moi. Une fois que j'aurai fait mes preuves, voilà, il faut être demandeur et proactif en demandant clairement, voilà, j'ai envie de manager enfin pas de manager parce que responsable de rayon c'est pas forcément du management, mais prendre plus de responsabilités et j'ai géré un rayon. Donc ça, par contre, il faudra le prouver sur le terrain. Et puis après, voilà, si vous avez vous arrivez à démontrer à l'entretien que vous avez un bon feeling, je dirais, avec un recruteur qui sent bien vos compétences, il peut vous donner votre chance aussi. Mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, sur le marché du travail français, on va avoir des difficultés effectivement à mettre des gens sur des postes sur lesquels ils n'ont pas les compétences, hein. On va chercher des gens qui rentrent dans les cases, hein. Ça, c'est malheureusement, c'est la réalité. Donc, il faudra effectivement le prouver sur le terrain. Par contre, il faut le demander, il faut être proactif et l'indiquer sur votre CV en disant voilà, je souhaite évoluer vers ce type de poste. Donc voilà. Alors, percutage, employé local, je vois qu'il est différent. Bah non, je ne dirais pas forcément. Ça va vraiment dépendre, pardon, ça va dépendre de la personne en face, encore une fois, hein. C'est évident que face au handicap, on n'est pas tous égaux dans le sens où, en fonction des recruteurs que vous allez avoir en face, certains vont avoir plus d'a priori, c'est évident. Après, tout va dépendre du poste et de vos aménagements, hein. Ça, c'est encore une fois, c'est vraiment, je dirais, l'adéquation entre les contraintes du poste en termes, ça peut être d'horaire, de port de charge ou autre, et votre handicap qui va faire la différence. Qu'on soit effectivement employé au cadre, encore une fois, c'est vraiment l'adéquation aménagement et contrainte du poste, hein. Je vous dirais, si vous avez un employé qui n'a pas besoin d'aménagement ou qui a très peu d'aménagement, il y aura moins de freins. Alors qu'un cadre qui va avoir effectivement des grosses contraintes, qui pourra travailler avec l'habitant, forcément, ça va être plus compliqué. Donc, je vous dirais non, non, ça dépend vraiment de la personne en face. Et encore une fois, c'est évident que les recruteurs au sein des missions handicap sont beaucoup plus sensibilisés et on rencontre beaucoup plus de freins une fois qu'on passe à la deuxième étape sur les opérationnels qui ont évidemment plus une vision terrain et qui eux vont se dire bah oui forcément là cette personne-là ça va être compliqué, il faut que j'aménage le poste, est-ce que j'ai les moyens en interne de le faire? C'est là vraiment où où il y a des risques que ce soit un petit peu plus compliqué. Donc pour moi, c'est mon avis et ça dépend de la personne en face. Est-ce que là je peux un frein à l'embauche? Eh bien oui forcément, puisque encore une fois, voilà, la catégorie senior, peut l'avoir dès la quarantaine. Ça arrive très vite, plus vite qu'on ne le pense. Donc oui, c'est clairement un frein aujourd'hui sur le marché du travail. Il y a beaucoup d'a priori par rapport à ça, hein. Il ne faut pas non plus encore une fois se voiler la face. Euh, donc c'est pour ça que moi je conseille de ne pas mettre sa note de naissance sur un CV. Ça permettra effectivement toujours d'un peu de minimiser les freins. Et je dirais voilà. Une fois que vous avez un entretien, ça vous donne plus de chances aussi, même si voilà, la personne, en creusant, on s'aperçoit évidemment que vous êtes plutôt très senior, hein, et que c'est là où les a priori peuvent arriver. Mais ouais, vous aurez plus de chances de vous valoriser, de vous mettre en avant et de dépasser cette barrière. Donc oui, c'est la réalité du marché. L'âge est vraiment un frein, hein. Ça, c'est voilà, il y a pas mal d'a priori par rapport à ça. Malheureusement, c'est une réalité et c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai pas de solution pour, à part de permettre sa date de naissance, par exemple, pour voilà, entre guillemets, combattre ces a priori négatifs. Alors, question encore une fois de Philippe. Faut-il vraiment indiquer dans un CV que nous avons été arrêtés suite à un problème de santé? Alors, moi je vous dirais, oui, c'est vrai que c'est un peu délicat, mais si vraiment vous avez, je dirais, une période de comment dire, une période d'interruption qui a été très longue. Clairement, encore une fois, on n'est pas obligé d'entrer dans le détail, hein, comme vous dites là, vous rentrez, bon, vous précisez effectivement la maladie, le cancer. Bon, je dirais 1 an et demi, c'est pas trop long. Franchement, ça peut se comprendre. Donc ça, je dirais, je suis pas forcément besoin de le mettre. Par contre, nous, on a des cas de personnes effectivement euh, qui peuvent avoir parfois 4-5 ans d'arrêt. Euh, Forcément, moi, en tout cas, encore une fois, c'est mon avis personnel, mais quand je vois ça sur un CV, effectivement, je vois problème suite à un handicap ou suite à un problème médical. Moi, je dirais ça. Je vais pas dire que ça me rassure, mais ça m'inquiète pas non plus. Je veux dire, voilà, personne n'a eu un problème dans sa vie, ça arrive à tout le monde. Nous, on a un cabinet qui est vraiment spécialisé dans le domaine du handicap. Donc moi, j'ai pas personnellement, évidemment, je vais vous le dire. Enfin, je le dis franchement, j'ai pas de frein par rapport à ça. Après, effectivement, la personne qui a arrêté le processus de recrutement, oui, malheureusement, c'est pas, je dirais, une réaction légitime.
Enfin, chacun, voilà, peut avoir un accident de vie, hein, ça arrive, on ne maîtrise pas ça. Normalement, voilà, le recruteur qui arrête le processus de recrutement n'a pas à le faire. Mais ça, malheureusement, comme je vous disais, c'est une réalité du marché. Il y a encore des personnes qui ont des a priori par rapport à ça. Donc, de toute façon, encore une fois, pour conclure, ça, vous allez forcément l'aborder à un moment donné. Donc, si vraiment la personne a un vrai blocage par rapport à ça, déjà, s'il voit un trou sur le CV, je pense que si la personne fait un blocage, le recruteur, il va peut-être pas aller au-delà. Et s'il fait encore une fois, il ne fait pas de blocage sur la sélection du CV, que vous le voyez en entretien, que vous en discutez, qu'il va faire un blocage, il va forcément arriver à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, du coup, je pense que être transparent par rapport à ça, c'est important. Mais vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de tout dire sur le CV. Hein. Vous pouvez effectivement, interruption de travail, vous pouvez rester un petit peu flou. Mais voilà, c'est clairement, moi, quand la période d'activité est très très longue, mettez-le parce que sinon, on va se poser beaucoup de questions. En fait, ça va faire plus se poser de questions que de pas avoir l'information. Et par contre, dans votre cas, un an et demi, pour moi, c'est pas non plus très long. Ça peut s'expliquer effectivement par une période de recherche. Et voilà, et puis la réaction du recruteur, bah, effectivement, n'est pas du tout légitime et excusable aussi. Et de toute façon, voilà, il y aura toujours ce type de réaction, que ce soit par rapport au handicap ou à l'âge, comme on l'a vu. Ça, malheureusement, c'est aussi, encore une fois, des réactions qu'on retrouve vis-à-vis de certaines personnes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? A priori, je pense que c'est bon. Du coup, pour conclure, je vais revenir sur la présentation. Alors, je vais, hop, si je la retrouve. Euh, ok, ouais, alors. Du coup, je vais la retélécharger parce que là, attendez, bougez pas, elle a disparu. Attendez, je la remets tout de suite. Hop, voilà. Alors, pour conclure, bah déjà, écoutez, je vous remercie d'avoir été attentif jusque-là, parce qu'on est effectivement pratiquement à 45 minutes. Dernière chose, comme vous l'avez là, vous avez le nom donc, bah, des sites. Hein. Alors, c'est bien qu'en ce moment, l'activité est bon, clairement plus ralentie. Hein. On a certaines entreprises qui sont clairement, je dirais, comment dire, en stand-by et en pause par rapport au recrutement. Par contre, aujourd'hui, il y en a aussi beaucoup qui sont en phase de transition et enfin pas de transition, mais d'anticipation de la reprise. Donc, ils sont toujours actifs sur le marché et qui, même si effectivement, ne vont pas vous proposer des choses tout de suite concrètes, même s'il y en a quand même toujours sur le, actuellement qui recrutent, hein, ça s'arrête pas complètement. Et vont quand même, enfin, il y en a pas mal qui prennent contact avec les candidats pour justement anticiper cette reprise. Donc c'est toujours important d'être actif et justement de ne pas attendre que ça reprenne parce que là ça serait un peu trop tard. Donc vous avez toujours nos deux sites, alors notre site qui est le principal portail d'entrée qui est missionhandicap.com et sur ce site vous avez effectivement différents sous-portails si je puis dire qui sont par exemple on dit IT pour l'informatique, on dit alternance pour les profils d'alternance et donc on dit Street qui est spécialisé effectivement dans ce type de métier. Donc n'hésitez pas à aller consulter les annonces. Sachant que sur ce site certaines sont gérées directement par nous. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui diffusent des annonces, hein, qui gèrent les annonces en direct, donc ça peut être aussi d'autres opportunités. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes en contact avec, comme je vous disais, avec que ce soit Gérald, Amélie ou Sarah, à les solliciter si vous avez besoin de conseils ou à continuer l'accompagnement avec ces personnes, les membres de l'équipe. Et si vous avez des questions qui vous viennent ou besoin d'échanger, vous avez une adresse qui est sourcing@jobinlife.fr. N'hésitez pas à nous solliciter ou à me solliciter. Et si c'est une question qui est relative effectivement à ce webinaire, préciser dans l'objet du mail, mettez webinar CV distribution, comme ça voilà, ça sera dirigé, enfin je pourrais moi les identifier, je dirais plus facilement. Voilà, écoutez, je vous remercie encore pour votre attention. Écoutez, n'hésitez pas vraiment à aller rester actif en tout cas, et on va finir par la dernière question. Et si effectivement vous avez d'autres questions, c'est vraiment par cette adresse. Hein, je pourrais vous répondre, peut-être pas forcément rapidement sous 24 heures, 48 heures, mais quand je prendrai soin de répondre à chacun d'entre vous. Et alors, une dernière question, vous cherchez dans le B2C et dans le B2B. Alors, la question, je ne sais pas comment il faut la prendre, mais en tout cas, nous, on adresse effectivement tout type de métier. Alors, bon, je vous avoue que là, sur cette question-là, je ne sais pas trop comment y répondre. Mais, mais par contre, nous, voilà, en tout cas, sur les types de postes qu'on adresse, c'est vraiment B2C, B2B. Donc là, on est vraiment tout type entre guillemets, de secteur, soit client, business. Voilà. Oui, profil cadre aussi, on est vraiment d'employés effectivement à cadre. Enfin, nous, on adresse effectivement ce qu'on appelle jusqu'au les profils de management et de manager, ce qu'on appelle du middle management. Hein. On a aussi des fonctions support, comme je vous disais, de responsables sur la partie, que ce soit marketing, logistique ou autre. Pardon, on adresse aussi ce type de candidats et de personnes. Du coup, je crois que c'est bon.
Et ben écoutez, on va conclure là-dessus. Encore une fois, merci à vous. Et puis, bon, je me répète, hein, n'hésitez pas à me solliciter ou à revenir vers vos interlocuteurs. Et puis, bah, faites une très bonne fin de journée à vous. Puis, donc, à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.